Donc, bonjour à tous et à toutes à nouveau. Cet après-midi, on va avoir l'occasion de parler plus spécifiquement des lettres haïtiennes, de la littérature haïtienne, aussi bien celle qui s'écrit et se publie en Haïti, et aussi celle qui s'écrit et se publie à l'étranger. J'ai trois intervenantes avec moi. Donc, Stéphane Martelly qui se trouve au milieu. À l'extrême gauche, on a Darline Alexis. Et puis, à côté de moi, Myriam Chancy. On commencera avec Stéphane Martelly, qui est à la fois écrivaine, plasticienne et universitaire. Elle a commencé ses études à l'université Quisqueya à Port-au-Prince avant de les poursuivre au Canada, à Montréal notamment, où elle a obtenu une thèse en recherche-création, matière qu'elle enseigne aujourd'hui en tant que professeure au département de théâtre de l'université Concordia, donc à Montréal. Mais aux dernières nouvelles, elle va être l'année prochaine, je peux en parler, vous m'aviez dit, à l'université Sherbrooke, toujours au Canada. Et parmi ces publications, je citerai en particulier un essai en recherche-création intitulé « Les jeux du dissemblable, folie, marge et féminin en littérature haïtienne contemporaine », publié il y a de cela 3 ans aux éditions Nota Bene et qui va être réédité en France l'année prochaine. Et aussi des recueils de poèmes, dont Inventaire, publié aux éditions Triptyque en 1916, et puis 2 fables, La maman qui s'absentait et L'enfant gazelle. Et elle est surtout aussi autrice, je n'aime pas ce mot, je préfère auteureux, mais bon, il paraît qu'il faut dire autrice. Autrice d'une monographie sur le poète haïtien Clément Magloire Saint-Aude, Le sujet opaque, paru déjà il y a 18 ans, hein, et alors qu'elle fait très jeune, dont elle nous parlera sûrement dans son intervention. Aborder Haïti littéraire par ses marges, élaboration et péril du sujet poétique chez Saint-Aude et d'Avertige. Donc Haïti littéraire, groupe et mouvement et du début des années 60 qui introduit des ruptures importantes dans le champ littéraire haïtien de l'époque et auxquelles sont d'ordinaire associés les noms de 5 poètes qu'on connaît, dont le chef de file Anthony Phelps, et ensuite Villard-Denis, dit d'Avertige, René Philoctète, Roland Morisseau et Serge Le Gagneur. On y associe aussi parfois en marge 2 femmes, Jacqueline Boger et Janine Tavernier, mais c'est très rare qu'on parle de Saint-Aude en tant qu'écrivain qui a écrit en marge d'Haïti et littéraire. Donc j'imagine que tous ceux qui connaissent un peu, qui sont intéressés à la littérature haïtienne, ont envie d'entendre Stéphane Martelly nous parler d'aborder Haïti littéraire par ses marges, élaboration et péril du sujet poétique chez Saint-Aude et d'Avertige. À vous, Stéphane. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que c'est trop loin? Ça va? Donc, je voudrais commencer par remercier Yannick Laens et le Collège de France pour cette très belle invitation qui m'autorise à vous parler de littérature en vraiment très belle compagnie depuis ce matin. Il faut avouer que penser avec tant d'estimés collègues aux fondements et aux modalités de l'univers culturel haïtien est décidément un grand honneur, tout en venant à point nommé dans une période tumultueuse du côté de l'Atlantique qui nous intéresse, donc le pays haïtien réel, et certainement période sensible de ce côté-ci aussi, où les mémoires non métabolisées s'entrechoquent, dans l'espoir peut-être d'échapper quelquefois seulement à leur impitoyable actualisation dans le présent. De toutes les façons, ce n'est jamais une erreur que de commencer par la littérature. Haïti est avant tout une fiction, une puissante et invincible idée qui nous ancre dans le particulier de notre expérience du monde et qui ouvre les possibles, comme toute création, des imaginaires inespérés, autorisés par la faille même qui les crée. Une configuration inédite, certainement imprévisible, comme dirait Glissant, qui nous propose une complexe et faillible universalité. C'est le sens profond de l'invitation de Yannick Laens aujourd'hui, un sens que je m'efforcerai d'honorer par ces quelques réflexions sur Haïti littéraire, l'un des plus importants mouvements et peut-être le dernier mouvement littéraire haïtien du XXe siècle, en discutant de ce que ce mouvement, porté principalement par des poètes, revivifiant la racine dorpoïenne qui indique le faire, va créer dans ce que Foucault aurait appelé la nappe discursive du paysage littéraire haïtien. Je me risquerai plutôt que de simplement représenter et présenter ce mouvement dans mon propos à en examiner les marges.
voir ce que celles-ci, toujours éloquentes, peuvent nous apprendre de ce mouvement de l'histoire littéraire haïtienne. Anthony Phelps, dernier survivant de ce groupe lumineux qui nous a fait si profondément entrer dans la poésie contemporaine, n'aurait peut-être pas désapprouvé cette approche du point de vue de l'extériorité, lui qui nous avait avertis, et je cite, « Je suis l'aubin des hommes de ma race, je suis celui qui sort de toutes parts, qui n'est point d'ici. » Formé dans les années 60 par les poètes Anthony Phelps, Serge Le Gagneur, Roland Morisseau, René Philoctète d'Avertige, qui est le nom de plume de Villard-Denis, et plus brièvement Auguste Ténor, sous les auspices bienveillants et complices de Marie Vieux, dite Chauvet, attirant dans son sillage bien des poètes comme Janine Tavernier, Jacqueline Baugé, et des romanciers comme Émile Olivier, Haïti littéraire est avant tout un mouvement de poètes. Auteur d'une poésie lyrique, axée sur un usage très précis, voire rigoureux de la langue, rejetant les écueils d'une négritude vieillissante et libérant la création de l'assignation identitaire ou idéologique, et ce, au même moment où, et je cite Anthony Phelps, s'étendait l'ombre grandissante de la dictature. Ces écrivains tentent donc de faire œuvre de poésie pour contrer ce sordide étranglement. Il en découlera une poésie riche, engagée envers elle-même, portant la lourde tâche d'une autre forme d'authenticité, à travers un engagement envers leur univers immédiat et un certain surréalisme. Désormais et dorénavant, comme le mentionne le critique Max Dominique, la poésie haïtienne s'écrira autrement. Pourquoi alors s'interroger sur les marges du mouvement le plus connu du XXe siècle littéraire haïtien alors qu'il y aurait tant à en dire? C'est qu'il me semble néanmoins que poser de telles questions, c'est avant tout remarquer que Haïti littéraire n'aurait pas pu émerger sans ce qui avait été fait ou réglé avant, soit l'affirmation de la dignité de la personne noire, libérée par ses propres œuvres de l'esclavage, qui reposent sur la fondation même de la nation haïtienne, et les premières configurations qui ont succédé à cette fondation, les explorations réalistes et romantiques des décennies subséquentes, l'avènement de l'indigénisme et de la négritude qui exploreront les origines locales et africaines de ces configurations pour les rapatrier vers la littérature. Alors seulement pouvait-on reprendre, en le bonifiant, ce que Dzerviller espérait d'universel dans notre littérature, alors pouvait-on actualiser ce que nos Brière, Roumain pouvaient formuler du pays réel, du pays rêvé, de ses mythes et territoires originels, dans leur puissance et leurs contradictions. Haïti littéraire n'aurait pas trouvé son accomplissement sans les brèches ouvertes par Magloire Saint-Aude, de son vrai nom Clément Magloire, poète souvent qualifié d'hermétique, qui précédait leurs efforts de 20 ans, et sans cette marge du dedans constituée par l'œuvre de Davertige, qui porte les aspirations profondes du groupe à une forme d'accomplissement. Ensuite, c'est prendre la mesure que poser de telles questions sur un mouvement de poésie dans le contexte haïtien d'alors, c'est s'intéresser plus finement à ce mouvement que le simple récit de cette fraternité entre poètes, tant de fois rapporté, c'est se questionner finalement sur le statut de la langue et du sujet en littérature haïtienne, ce qui repousse les questions à la fois du côté du réel et celui de la littérature. Et c'est s'intéresser d'une certaine façon à une poétique qui traverse le champ littéraire de l'époque, et donc se préoccuper, comme les 5 d'Haïti littéraire, avant tout de l'écriture, cette condition de tout texte où s'évanouit et s'attarde la figure de l'écrivain, condition à la fois de l'espace où il se disperse et du temps où il se déploie. Cette marge littéraire, je l'aperçois chez ces 2 poètes, Magloire Saint-Aude, qui ayant publié la majorité de son œuvre dans les années 40, le précède, et d'Avertige, qui est inclus dans Haïti littéraire, mais qui produit, comme Magloire Saint-Aude, une œuvre d'une grande singularité et influence qui déborde largement les contours du mouvement. Donc commençons donc par Magloire Saint-Aude. Entre 1941 et 1956, Magloire Saint-Aude publie l'essentiel de son œuvre poétique. Une œuvre qui, par son hermétisme clairement assumé, embarrassera plus d'un, mais qui assez rapidement aussi sera reconnue comme l'une des œuvres capitales de la modernité poétique haïtienne, et fera sortir celle-ci des discours ressassés sur l'identité ou la négriture, pour citer le beau néologisme de Georges Castrat. Dialogue de mes lampes, Tabou et Déchu, ce sont les 3 titres, sont 3 minces recueils dont le plus volumineux ne dépasse pas la 15aine de textes. Donc mon propos dans ce travail antérieur était de démontrer que dans cette poésie se jouait la trame complexe d'un sujet poétique dont l'esthétique, le projet, la poétique étaient ceux de l'opacité. Pour interpréter donc cette poésie, le caractère opaque du sujet devait être, à mon avis, abordé sans violence et devait être résolument pris en compte dans le geste même de la compréhension et de l'interprétation.
Ainsi, selon le paradigme glissantien du chaos au monde, dont comme ses courts poèmes, la seule et saisissante évidence est la beauté, j'appréhendais la poésie saint-audienne dans son opacité même, à travers la trame complexe du sujet poétique et de sa diverse figuration. Il me semblait que dans la poésie saint-audienne, il y avait un sujet qui partait en quête de lui-même, qui tentait de s'élaborer à travers trois figures, subjectivité, espace, altérité, qui tout à la fois lui donnaient une présence au monde et l'interrogeaient fortement, l'articulant et le défaisant dans le même moment ambigu de son énonciation. La figure, donc, c'était ce mode de représentation complexe du sujet qui, en tant que principe organisateur du poème, devenait précisément l'occasion de l'opacité, une figure pour créer de l'opacité. Une traversée poétique singulière et dense, caractérisée par une conscience aiguë du travail sur la langue et qui, par ailleurs, semblait, au-delà de toute glose, qui semblait se suffire donc parfaitement à elle-même. Cette évolution est très importante, parce que c'est celle-ci qui, précisément, va interrompre la tentative d'une identité de soi à soi qu'avait mobilisée la période précédente de l'indigénisme et de la négritude, même si cette identité était fantasmée sur les rives de l'authentique culture haïtienne et d'une africanité mythique, pour se tourner vers un rapport, dans chez Magloire Saint-Aude, au corps, mais un rapport au corps qui n'est créé que d'écriture, qui traverse l'écriture elle-même. Donc, en s'énonçant par les trois niveaux de figuration que sont la subjectivité, l'espace et l'altérité, le sujet des poèmes saint-audiens les déjoue et les redéfinit. La subjectivité déborde d'elle-même de toutes parts, l'espace est retracé et revisité, l'altérité aussi entre le proche et le lointain du sujet. Il est alors ainsi propulsé dans l'autre du langage, dans une radicalité d'un geste qui refuse toute reconnaissance, toute linéarité, tout repère habituel. L'opacité du texte de Magloire Saint-Aude est en effet au moins double. Elle est dans la capacité du sujet à se tramer dans le texte comme un sujet de langage avant tout, qui par là même n'est pas défini une fois pour toutes, et dont l'identité, la parole comme la lecture ne peuvent être qu'une traversée, un défi, un perpétuel questionnement. Elle se définit dans cette densité de la langue, qui n'est plus donc une langue instrumentale, une langue de communication, mais qui, dans son épaisseur, dans sa résistance imposée, délibérée, qu'elle impose au regard, devient elle-même démiurge et dynamique, un objet de contemplation et une aventure. Elle n'est pas le reflet d'une réalité identitaire sclérosée, pas plus qu'elle n'est le transparent support d'un objet qui lui serait extérieur. Elle est elle-même un acte de création, une réalité inédite. Et pour citer Junot, donc l'artiste à ce moment ne représente pas le monde, il l'articule, il le refait, il le construit de nouveau. Donc l'opacité ne va pas se limiter à cette non-transparence de la langue, mais vraiment s'affirmer comme un hermétisme assumé, comme un désir profond du texte et du sujet qui veut manifester une sorte de densité irréductible, qui ne se laisse pas apprivoiser ou affadir par des lectures qui veulent le ramener à la transparence, le décoder ou le traduire. Il y a certes un incommunicable profond à toute culture, comme le pensait déjà Glissant. Celle de Magloire Saint-Aude, dans sa poésie, nous place avec une grande audace au cœur même de ce mystère qu'est le sujet et nous propose, au péril de sa propre disparition et du silence, l'irréductible défi de son parcours. Et chacun de ces parcours figuratifs constitue à la fin une sorte de tracé qui nous permet de naviguer à l'intérieur des poèmes, tout en nous opposant toujours une résistance qui ne nous permet pas complètement de les traverser. Donc le corps du sujet devient ainsi un corps textuel, une présence-absence dans le sens où son évocation elle-même apparaît comme une stratégie pour évoquer sa densité et son anéantissement. Ce n'est pas le double du sujet auteur, c'est le résultat de cet stratagème figuratif. Le corps devient alors le corps du sujet opaque, un corps opaque, et au-delà de ces paradoxes, avec toute l'audace que ça suppose, un corps sujet. C'est celui que nous étendons par exemple dans le poème suivant, Poison, tiré du recueil Dialogue de mes lampes. Et je vais lire le poème, il n'est pas très long. Pour mon dos gauche, espacé dans la terre, à mes pas, sous mes pas, au souffle des touches, les limites au relief, hors des limites, l'ombre pour mon ombre, mon dos, hors d'haleine, dans la soie, dans la baie de la mort, mes cils retombés, retouchés sur l'eau, le repos, en losange, comme un Christ fêlé. Donc, emmuré dans une face hostie, c'est un sujet qui permet quelque chose de tout à fait nouveau, tant dans le rapport à la langue, dans le rapport au sujet, qui, sans triomphalisme, va créer quelque chose qui est de l'ordre d'une éthique de la création, pour qu'en fait la chose littéraire, à travers même cette matière opaque, puisse ouvrir le sujet à d'autres vulnérabilités, mais aussi d'autres potentialités signifiantes,
libérant ainsi en quelque sorte les capacités de la langue poétique. Mais plus encore, c'est un sujet aussi qui va donner une épaisseur et une inconsistance à la figuration du sujet, une impermanence. Et dans son inachèvement, dans sa déréliction, le corps, comme le sujet est appelé par le néant dans la poésie de Magloire Saint-Aude, il est absence et présence, désir et refus, et en jouer jusqu'au bout, les jeux de sa terrible singularité. On peut rapprocher, et c'est un peu nouveau, mais pour moi c'est intéressant de rapprocher cette œuvre de celle de Davertige, parce que d'une certaine manière, vaillamment, elle porte, cette œuvre, elle aussi, les marques d'une telle singularité. Davertige, en effet, contrairement aux autres poètes d'Haïti littéraire, est l'auteur d'une œuvre unique. C'est la seule œuvre qu'il écrira toute sa vie. Cette œuvre s'intitule Idem. C'est un éternel premier recueil, plusieurs fois remanié, réédité, avec des coupures ou des ajouts, mais qu'aucune œuvre postérieure ne viendra clore ou arracher à sa première place. C'est une poésie, et je cite Davertige, passablement contraire ou passablement intérimaire. Elle tient toute entière dans un texte unique qui est à la fois récit de jeunesse et d'immaturité, une œuvre qui ne connaîtra ni rudiment, ni dépassement, ni achèvement en dehors des limites de la vie de son auteur. Donc c'est très intéressant, le caractère exceptionnel de ce recueil, qui va être renforcé aussi par la réflexion critique de ce livre, la vie elle-même de l'écrivain qui est marquée d'errance et de bohème. Tout ceci viendra alimenter ce que Davertige lui-même avait prémonitoirement appelé la légende de Villardeny. Donc une œuvre amplement reconnue mais peu étudiée, si on accepte les mêmes poèmes qui sont toujours cités, un écrivain réputé dont la plupart ignoraient jusqu'à la voix, un parcours singulier fait d'honneur et de solitude, une grande reconnaissance et un total anonymat de la voyance et de l'illumination. Donc un texte, finalement, qu'on pourrait dire tant par sa matière que par sa réception critique, abondamment singulier, qui fait sa marque dans le champ littéraire contemporain sans renoncer à sa marginalité. Dans Haïti littéraire, Davertige, c'est avant tout l'auteur des vers inoubliables de textes très connus comme Oma Barigor, Les cannibales modernes, La légende de Villardeny. Tous des textes qui, contredisant la mémoire, trop stable, vont créer autre chose, un autre espace, en l'opposant au souvenir, qui vont poursuivre ardemment la dislocation du sujet entamée par Magloire Saint-Aude, interrogeant la métaphore et la métonymie comme pour mieux complexifier les postures et les attentes du sujet, pour nous ouvrir finalement sur autre chose, un imaginaire éclatant certes, mais surtout des postures de plus en plus complexes d'énonciation, caractérisées notamment par une labilité de l'espace et du temps, principalement sur le mode de l'ellipse, de la discontinuité, et pour citer Davertige, un corps spacieux plus vaste que la mémoire. Donc, tout ceci est dévoilé par de multiples logiques d'émargination que j'ai par ailleurs analysées. La poésie de Davertige va donner un espace à la marge qui sans cesse se diversifie et se métamorphose dans ses fonctions comme dans ses objets à travers les mouvements du sujet. Ouvrageant de son inlassable processus de différenciation la structure même du texte et du sujet par lui inventé, elle s'installe au cœur du poème comme une profonde interrogation, comme une inquiétude peut-être. Donc les tours et détours de la marge accompagnent en effet de manière nervurée la quête identitaire qui est plus évidente dans la poésie de Davertige. C'est une quête en cercle, une quête subjective, toujours recommencée, qui nourrit le texte pour tenter d'écrire la légende de Villardeny, anthropologie et déchéance. Finalement, une fiction du sujet qui se construit indécise entre les figures de la gloire et de l'ignominie et qui progresse comme en spirale, c'est-à-dire en se répétant et en se complexifiant à chaque tour. Une telle invention de soi est toujours mise en péril par la nature fluctuante de la marginalité, et c'est précisément en cela que réside le caractère rhétorique de la démarche poétique de Davertige. À chaque fois que le sujet poétique se constitue, on assiste à une importante remise en question de la structuration du texte et de ses procédés. Ceci peut très bien expliquer, à l'intérieur du même recueil, la très grande variété des poèmes de Idem, tout particulièrement dans sa dernière incarnation, dans sa dernière réédition, qui a changé le titre pour celui d'Anthologie secrète. Dans cette écriture qui s'émeut de toute la discordance, on passe de l'improviste, comme à l'improviste, du poème en vers libre au poème en prose, du texte long au texte court, de poèmes aux formes régulières au texte éclaté, des versets au souffle large, jusqu'au langage assuré, presque graphique des derniers poèmes. Chaque poème est donc en lui seul un périple toujours recommencé, une route de folie, pour citer Davertige,
où le sujet poétique, à chaque fois, refait son univers, refait son langage et négocie la place et la temporalité de son jeu. Non seulement il diversifie son énonciation dans une pluralité d'espaces et de temps paradoxaux, mais il la colore aussi diversement selon différentes tonalités au fil des poèmes. Au début d'Anthologie secrète, le sujet poétique est construit comme un sujet amoureux, démiurge, convaincu de la toute-puissance de son geste créatif. Peu à peu, il devient incertain, précaire, confronté à un univers hostile, pour aboutir finalement, dans les derniers poèmes, à une version complètement éclatée de lui-même, où le jeu n'est même plus présent, où c'est une poésie carrément objective. Donc cette évolution profonde du sujet du début à la fin a elle-même quelque chose d'initiatique qui va doubler les tracés à l'intérieur de chacun des poèmes. Mais en plus, là ne s'arrête pas la métamorphose du texte d'Avertige, puisque ce texte a été réédité 3 ou 4 fois. Il est étalé sur plus de 40 années et 3 pays. Et il y a eu plusieurs transformations sur le texte initial, des transformations notables. Il y a des textes qui sont enlevés, il y a des textes qui sont ajoutés, il y a des textes qui fusionnent. Mais curieusement, de l'édition de 62 à celle de 2003, on a l'impression, non pas que le texte se raffine, mais au contraire qu'il est en train de se détruire. On a l'impression que les versions sont de plus en plus éclatées, sont de plus en plus... expriment en tout cas une sorte de désaccord de plus en plus grand. Et donc il y a une véritable reconceptualisation de ce texte au fur et à mesure que ces éditions se succèdent. Donc la première édition qui a changé finalement le titre, c'était peut-être le coup de grâce, d'enlever finalement le titre de Idem pour celui d'Anthologie secrète, est un peu l'accomplissement de ce travail iconoclaste qui semble effriter le texte plutôt que de le consolider. Devant une telle impatience rageuse qui est le contraire de l'art, ça c'était une des premières critiques de Idem, les marges prolifèrent dans le corps de l'écriture pour en faire un sujet mouvement, instable, prêt à la réécriture ou à l'effacement, qui au lieu d'être figé dans la consécration, est tout au contraire étrangement encanaillé et démultiplié dans ses possibilités de lecture. D'Avertige lui-même disait « À distance, je regarde comme en une fin d'après-midi le dimanche les bévues de Idem avec admiration. Comme j'eus contemplé 4 siècles, par-delà une fantaisie insuffisante de l'intrigue, plus faible ou plus opulente que celle qui se fut montrée. » Donc cette poésie devient finalement capacité infinie de marginalisation. Elle met en jeu non seulement le sujet, mais les formes, les tonalités du texte et même la pérennité de l'œuvre écrite. Elle mobilise donc tous les aspects de la marge, comme pour mieux fragiliser la mémoire et inscrire cette troublante légende qui, somme toute, outrepasse, même à travers le souvenir personnel, toute durée, toute certitude, toute permanence. En ce sens, le travail de la marge d'Avertige excède même celui du souvenir, qui était finalement la seule trace qui restait dans les poèmes du passé. Et dans cette inquiétude d'un sujet sans permanence, d'un texte sans permanence aussi, se situe tout le travail d'émargination de la mémoire, dans cette multiplication des paysages et de cette divagation qui est quand même capable d'instituer une légende personnelle qui l'arrache au temps et qui le fait rentrer dans l'éternité. Elle complexifie alors la marge de rapport au passé et installe au cœur de telles représentations son processus d'ouverture, de subversion et de remplacement des valeurs. Et le plus éloquent exemple, c'est peut-être ce poème très célèbre de Pétionville en blanc et noir, comme si un instantané, inspiré par un épisode très précis de la vie de l'auteur, serait en fait un étrange cliché qui aurait saisi quelque chose du passé, mais en l'inversant, en le subvertissant pour créer quelque chose de nouveau, devenant finalement blanc et noir, un négatif, une grande illusion d'œuvre qui ne laisse pas que l'écriture aboutisse jamais, ne se repose jamais, proposant encore une fois, comme pour Blackboard Saint-Aude, mais compliquant par des tractations très douloureuses de la marge, ce sur quoi l'opacité semblait trancher plus décidément. Une véritable expérience du sujet qui propose à la fois un exaltant voyage dans la littérature et c'est possible, qui ne pose les exigences éthiques de sa démarche que du point de vue de l'écriture elle-même et de la création. Et j'arrive enfin à la dernière partie de ma présentation, que j'ai intitulée du titre d'un poème d'Anthony Phelps. « Ô mon pays, si triste est la saison qu'il est venu le temps de se parler par signes. » Je termine ce parcours en revenant donc à celui par lequel d'habitude on commence quand il s'agit de discuter d'Haïti littéraire. Je voulais auparavant tisser un peu ces liens, ces filiations larvées et pas toujours aperçues entre 2 grands poètes qui instaurent une rupture importante dans l'histoire de la littérature haïtienne et qui, selon moi, ouvrent la voie à l'Haïti littéraire des poèmes au grand souffle d'Anthony Phelps ou de René Philoctète,
à la voix plus discrète de Roland Morisseau et les élaborations précises de Serge Le Gailleur. Ce que ces mouvements de refus entre opacité et marge, d'absentement, d'élaboration légendaire et ruinée permettent et révèlent, c'est l'échapper finalement au discours fascisant de la dictature de Duvalier, qui occupait alors tous les espaces. C'est face à la saturation du signe effectuée par l'ordre totalitaire, ouvrir les possibilités infinies profondément subversives de la poésie. Alors que l'on pourrait croire que la dictature correspond strictement au règne de la censure, entendu comme une sorte de silence absolu où plus rien ne parle, on aperçoit au contraire que dans la dictature, les signes sont partout, ils sont débordants, ils sont contradictoires, mais qu'ils sont immaîtrisables et qu'ils sont sans appel. Car les signes sont tous sous l'emprise du dictateur qui les épuise ou qui les remplit d'une signification unique qu'il est toujours le seul à maîtriser. S'il ne reste plus que le langage des yeux, la densité de la nuit, c'est qu'en effet est venu le temps de se parler par signes. Comme si, ne renvoyant plus à des significations reconnaissables et communes, les signes étaient devenus des objets pleins et muets que l'on pourrait surprendre ou manipuler. Résidents de cet ordre totalitaire, nous sommes soudain hantés par des signes devenus incertains. Nous sommes habités par toutes les traces que nulle main n'a esquissées, par toutes les significations en suspens qui n'ont désormais plus de bouche pour parler. Et le moindre signe, indécis sans indice, s'épaissit de la parole absente, une parole de cannibale moderne, désubjectivée, faite comme un membre fantôme d'incomplète réminiscence, de savoir devenu parcellaire ou caduque. La terreur tente peu à peu de s'imposer comme seule culture dominante. Imprononçable, elle devient néanmoins le seul savoir partagé. Cependant, quelquefois, au détour d'un poème, la vie peut se réinventer, peut être créée pour toi en prenant la mer dans mes bras et les paysages autour de ma tête. Le sujet peut opposer son refus de la mise à nu de l'ordre totalitaire et évoquer un autre régime, celui de l'opacité souveraine de sujet, capable de retracer l'espace et de reconfigurer le temps. Des sujets mobiles et porteurs face aux signes saturés qui peuvent échapper au discours totalitaire par la voix improbable de la poésie, une parole instable et faillie, mais puissante, car seule apte à refonder des subjectivités atteintes, seule capable de remettre le sujet en mouvement et d'inventer de potentielles spatialités providentielles, seule autorisée à revivifier finalement le désir. Merci. Merci Stéphane Martelly pour cette très belle analyse de deux grandes figures de la modernité littéraire haïtienne, des gens qui nous quand même appris, parce que vous avez parlé tout à l'heure d'ombre grandissante de la dictature, peut-être que Darline nous en parlera un petit peu plus, mais comment la dictature a, sans le vouloir, débouché en fait sur une nouvelle forme d'écriture. Et chez ces poètes-là, je me rappelle une anecdote d'Anthony Phelps, quand on était venu l'arrêter pour la première fois, il avait déjà le texte de Mon pays que voici enregistré, et puis l'officier qui était venu l'arrêter a commencé à écouter les premières minutes du texte. Il n'a rien compris apparemment. Il a dit « Ah, mon cher Phelps, reprends tes bêtises ». Donc il lui a redonné comment dire les textes, parce que pour lui, c'était quelque chose d'illisible, d'incompréhensible. Donc